vous avez de la surpression, ça remonte. L'autre, vous êtes obligé de fracturer pour récupérer le gaz. Voilà la différence. Mais par contre, le coût sur le marché est le même. Mais les coûts d'exploitation sont différents. Et l'autre, vous n'avez pas besoin d'eau. En tous les cas, vous n'avez pas besoin de grandes quantités d'eau. Par contre, le gaz de schiste, vous avez besoin d'immenses quantités d'eau. Et vous avez vu qu'il y a aussi des polluants comme les détergents et surtout le sable qu'on injecte à l'intérieur. S'il vous plaît. C'est qui? Allez. Salut tout le monde. Merci monsieur le professeur pour cette explication. Merci pour le club scientifique hydraulique. Vous avez monsieur parlé sur la fracturation nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Et ce que j'ai lu un document sur Total. Oui. Pendant l'exploitation de gaz de schiste en Amérique, ils ont dit qu'on peut recycler le gaz de schiste, on peut recycler l'eau polluée jusqu'à 100%. Ouais. Est-ce que... Vous avez bien dit que c'était Total. Total, oui. C'est-à-dire, Total, c'est tout d'abord, vous connaissez tous Total. Total, c'est une multinationale essentiellement orientée vers la ressource énergétique, pétrole et gaz. Est-ce que vous avez vu un industriel qui ne pollue pas? Est-ce que vous connaissez un industriel qui fait de la pollution zéro? Ça n'existe pas au monde. Nous sommes l'humain est une petite industrie. Qu'est-ce qu'on fait? On consomme de la matière organique et de la matière minérale et on jette soit forme de CO2, d'ailleurs on pollue l'air avec notre CO2 et notre H2O, on respire bien comme il faut, et ceci n'empêche pas, on produit aussi des déchets. Alors imaginez une usine. Donc, Total, si elle dit ça, c'est tout à fait normal, c'est pour vendre un produit. D'ailleurs, sur l'exploitation du gaz de schiste en Algérie, il y avait tout un débat, peut-être c'est Total qui va s'investir, alors que c'est interdit en France. Vous connaissez tous le débat de la ministre de l'Environnement qui dit « Tant que je suis vivant, il n'y aura jamais d'exploitation de gaz de schiste en France ». Mais ça, c'est des grands débats, c'est entre eux. Ceci n'empêche pas, il n'y a pas de pollution zéro. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une usine qui puisse, par exemple, nous connaissons presque toute la technologie pour la réutilisation des eaux usées. Je pense que vous, les hydrauliciens, vous avez un module qui parle de traitement des eaux. Donc vous avez toute une petite partie. On peut récupérer de l'eau usée après un traitement primaire, secondaire, tertiaire. Vous pouvez aller jusqu'au quaternaire. Mais cette eau-là que vous récupérez à la fin, vous ne l'injectez jamais pour l'humain. Vous pouvez l'envoyer à l'agriculture, vous pouvez l'envoyer à une chose, mais surtout pas à l'alimentation de bétail ou humaine. Donc la pollution zéro n'existe pas. La première partie de la question, c'était quoi? Sur la fracturation nucléaire de la roche schisteuse. Alors, si on regarde l'historique de la fracturation du gaz de schiste, sur l'historique, les premiers à l'avoir essayé, c'était les Russes. Les Russes, donc, avaient testé de la fracturation nucléaire. La fracturation nucléaire, c'est tout simplement des bombes de mini-puissance installées sur toute la longueur que nous avons vue, donc sur l'horizontale. Et le grand problème, c'est tout simplement la radioactivité après. C'est que cette radioactivité, alors celle-là, elle est encore pire parce qu'elle dure dans le temps. Vous avez fait de la chimie en première année, vous avez fait les temps d'extinction de certains radionucléides, et il y a certains radionucléides qui dépassent le bilan. D'accord? Donc, ce Allah yutrah. Mais n'empêche, c'est une connaissance acquise par l'humain. D'accord? Il y a même le séchage par la glace. Par exemple, pour le gaz de schiste sur le pôle Nord, on sait que la glace, quand elle se refroidit, donc, elle fait de l'expansion volumique. Donc ça peut faire aussi de la fracturation. On appelle la fracturation à sec. Il y a à peu près une dizaine de techniques de fracturation. Mais celle qui coûte le moins cher, et la plus prenable actuellement, c'est la fracturation hydraulique. C'est celle-là, presque tout le monde a adopté. Donc c'est celle-là que tout le monde utilise. Mais elle a un problème, c'est les problèmes que je viens juste
de vous raconter. Une autre question. Pourquoi pas une exploitation de gaz de schiste si on peut assurer une bonne cimentation de puits de forage? Par exemple, on utilise des matières comme la barytine, comme la barite ou du ciment pour éviter l'empêchement du gaz. C'est pour on éviter a ce tir. C'est pour éviter les fuites. Oui, les fuites. Parce que en Algérie, Sonatrach a utilisé la matière de barite pour la cimentation. Est-ce qu'il est faisable pour éviter la contamination de ce terrain? C'est un problème de technologie. Toute une question de technologie. Oui, le problème c'est qu'on n'a pas un système de QHSO en Algérie. Ça veut dire qu'on n'a pas des experts spécialistes. Je vous ai dit qu'il y avait un problème de formation, tout d'abord dans ce domaine. Mais il n'y a pas, les États-Unis d'Amérique, c'est les premiers exploitants à l'échelle industrielle du gaz de schiste. Eux, ils sont en train de vivre des problèmes. Pour quelle raison? Le problème, il est là. Je prends ça. Le problème, c'est-à-dire le problème le plus rencontré, il est sur le forage à l'horizontale. Il est presque impossible de maîtriser l'étanchéité entre 1500 mètres à 3000 mètres de profondeur. C'est-à-dire que sur ça, il n'y a aucun problème. D'accord? Mais sur le forage horizontal, il y a un sérieux problème de technologie. Entre 1500 mètres et 3000 mètres. Et après, jusqu'à 10 km sur l'horizontale. Là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une maîtrise. Actuellement, tous ceux qui travaillent dans ce domaine disent que le problème, il est surtout à ce niveau-là. Évidemment, à ce niveau-là, c'est-à-dire on ne peut pas maîtriser l'étanchéité pour qu'il y ait un retour de 100%. Je ne me rappelle plus des chiffres. Mais en grosso modo, en équivalent investissement, je dis bien en équivalent investissement, le retour sur investissement par rapport aux 100% du conventionnel, le retour sur investissement, il est de 20% sur le gaz de schiste. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi rentable que nous le pensons. Actuellement, par rapport aux moyens de la technologie actuelle. Alors maintenant, si en plus, vous n'avez pas la maîtrise technologique, plus tout ce qui suit derrière, le QHSE, etc., je pense que vous allez baisser sous 20%, parce que 20% est un chiffre optimisé. Ça, Allahu a'lam. Personne ne le sait. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais ça, c'est un débat qui concerne les experts du domaine. Ceci n'empêche pas la connaissance. C'est-à-dire, si vous allez vérifier sur les bases de données, la connaissance, elle est là. Vous n'avez que 20% de retour sur investissement, même sur les exploitations les plus huppées, c'est-à-dire les plus optimisées. Alors maintenant, reste à optimiser par rapport à la géologie, par rapport au climat, par rapport. Il y a un paramètre qu'il faut optimiser. Ça, c'est un travail de ceux qui vont faire le travail sur le terrain. Zid. Voilà. Je vous remercie, monsieur, pour cette conférence très enrichissante. Voilà, j'ai quelques questions à vous poser. Bien sûr. Vous avez parlé d'alternatives. Oui. Vous avez cité le gaz de schiste comme alternative. Et d'autre côté, comme on le connaît tous, on sera dans la problématique du manque d'eau d'ici 2025. Comment on peut gérer tout ça? Les deux côtés, est-ce que nos ressources en eau peuvent satisfaire l'exploitation du gaz de schiste? J'ai pas compris. D'accord. Le sens. Vous avez proposé, vous avez cité le gaz de schiste comme alternative. Voilà. Comme on le connaît, d'ici 2025, on sera concerné parmi les pays qui vont souffrir du manque d'eau. Voilà. Exactement. Comment on peut gérer ça? Voilà. Alors, je répète, sur le gaz de schiste et sur le manque d'eau, c'est vrai qu'il devrait y avoir une corrélation. C'est vrai qu'il devrait y avoir une corrélation. Mais je vais dissocier votre question sur le terme alternative. D'accord? L'alternative, ce n'est pas pour nous. Nous sommes un pays pétrolier et gazier.
D'accord? C'est-à-dire que nous n'avons pas de problème d'énergie. Les alternatives sur l'énergie, en tous les cas futuristes, écologiques, etc., ça tourne autour de l'éolien et le solaire. Voilà, donc vous avez tous entendu parler du fameux projet Desertec. D'accord? Là où les Algériens, évidemment avec un consortium allemand, je pense, donc 400 milliards de dollars. Vous imaginez un petit peu ce terme-là, 400 milliards de dollars. C'est des grosses sommes, hein, c'est des choses qui vont, comment dire, engager l'Algérie sur une cinquantaine d'années. C'est vrai, là où vous avez raison, maintenant je vais sauter sur votre deuxième partie. C'est ce qu'on appelle que va être l'Algérie d'ici 2025. C'est de ça que je vais parler demain. Donc, toutes les projections, ce n'est que des projections. C'est ce qu'on appelle. Il y a un groupe international des experts du climat qu'on appelle le GIEC, donc qui fait de la modélisation, qui fait de la simulation et qui prend des données. Je vais exposer demain comment on organise les couches de données par cartographie et comment on prend les données et on puisse les projeter sur. Allez, vous connaissez tous ce que c'est que le SNAT, le Système National d'Aménagement du Territoire. Je vous demande d'aller sur le net, Google, écrivez SNAT PDF et vous téléchargez le document. C'est un document à peu près de 150 pages. C'est le journal officiel du Système National de l'Aménagement du Territoire qui projette l'Algérie de 2010 à 2025. C'est-à-dire que pour les hydrauliciens, vous allez trouver par exemple tous les investissements structuraux qui vont faire sur l'hydraulique en Algérie. Un barrage, une retenue collinaire, etc. Donc c'est-à-dire que l'humain prévoit des investissements d'ici. Et après, qu'est-ce qu'il prévoit aussi? Il prévoit un taux de démographie de 1,2, 1,3. Il va dire, voilà, la population va augmenter de temps. Aujourd'hui, on est 40, d'ici 2025, on va être. Donc, la consommation en moyenne, elle est de 120 litres par habitant, par jour, etc. Et on projette. Quand on fait des projections, il n'y a pas que l'Algérie, mais tout le Maghreb va vivre ce qu'on appelle une période de stress hydrique. Et on fait des projections aussi en tenant compte des données climatiques, c'est-à-dire pluvio, température, humidité de l'air, etc. Donc quand on brasse tous ces chiffres, l'Algérie est projetée dans le sens d'un vrai stress hydrique. Alors c'est pour ça que le côté politique du SNAT, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'on va vivre un stress hydrique, donc il faut qu'on puisse retenir le plus d'eau dans nos bassins versants. Vous voyez à Béjaïa, plutôt dans le bassin versant de la Soumam, le canal de 2006. 2006, on retenait rien qu'au mot. 2009, la maison de Téchiahaf, la maison de Télisdam, 3 grands barrages. C'est-à-dire ceux-là vont participer à retenir l'eau qui était dans les calculs d'avant 2010 comme étant de l'eau non disponible pour nous. Maintenant là, devient disponible. Sans parler, ils sont en train de faire, et je vais vous les montrer demain, une centaine de retenues collinaires qui dépassent, si mes souvenirs sont bons, qui dépassent les centaines de milliers de mètres cubes. Mon Intichihaf, pour que vous ayez un ordre de grandeur, c'est 80 millions de mètres cubes. Pour que vous sachiez, le plus grand barrage d'Algérie, c'est Ben Haroun. Combien? 1 milliard de mètres cubes. C'est quand même, c'est pas des petites. Mais Ben Haroun, il a un petit problème. C'est les fuites karstiques. Et donc, toutes ces données-là, on les brasse pour pouvoir projeter. Et quand on projette, on a un ordre de grandeur. Et quand on a un ordre de grandeur, on fait les transferts d'eau. Il n'y a pas, si vous voyez, Béjaïa, quand la France a quitté Béjaïa, il n'y avait qu'un seul barrage. L'année oui. Il n'y avait qu'un seul barrage. C'est un petit barrage. Et actuellement, tous les transferts de Kharata se vont versitifs. Parce qu'il y a plus de besoins versitifs. Pour quelle raison? Vous avez cherché les hydrauliciens pour quelle raison? Parce qu'il y a un barrage, un autre barrage, Glassouma, à Particharaf, qui est juste derrière. C'est lequel? C'est pour le cul. Non, juste derrière de Tichahat. Oui, Aïn Azad, non? Vous le connaissez? Il est juste derrière. Donc celui-là, il a un grand problème, c'est qu'il s'est envasé. Bien sûr, chaque barrage a une durée de vie. Donc, pourquoi les hydrauliciens travaillent sur la sédimentation? Ils travaillent sur la sédimentation ou le flux sédimentaire, c'est pour regarder quelle est la durée de vie d'un barrage. Parce que comment vous allez les enlever sans sous eau? C'est impossible. Donc le barrage va mourir, et il faut trouver un autre relief pour pouvoir encore faire les transferts d'eau. Il y a donc tout un truc qui est brassé. L'essentiel, c'est qu'on sache. Voilà, on va vivre un stress hydrique.
je vais vous dire, heureusement qu'on a de l'argent pour ça. C'est-à-dire que l'Algérie, grosso modo, dit, si vous regardez le SNAT, voilà tant de retenues collinaires parce qu'on projette 2025, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait éloigner le 2025. Parce que le prochain SNAT, c'est celui-là qui va faire le calcul. 2025 plus 15 ans, ça fait combien? 2040, parce que les SNAT fonctionnent avec 15 ans. Donc, le SNAT actuel règle ce stress hydrique et on verra comment il va être réglé en 2025. Ceci n'empêche pas que les investissements de ce côté-là sont faits. Sans parler évidemment de la ressource de surface et des nappes phréatiques. Ceux-là, je ne les ai pas fait rentrer dans le bilan. Bien sûr, ils sont à comptabiliser. Sachez que la nappe de Haut-Soumam, c'est l'une des plus importantes d'Algérie. La nappe de Haut-Soumam. Hein, qui commence d'où à où? D'Arbou jusqu'à Bouira. D'accord? Et la bas Soumam, c'est d'Arbou jusqu'à chez nous. Voilà. Bonsoir, Monsieur Madani. On vous remercie pour votre présentation. C'est qui parle? Qui est en train de parler? Je le vois pas. Salam alaikum. J'ai juste deux questions. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de maintenant, les prochaines guerres, c'est des guerres pour contrôler l'énergie, surtout le pétrole et le gaz et l'eau? Et une autre question, c'est pour les contrats décrochés par Total et les multinationales américaines en Algérie, prospection et exploitation. Est-ce qu'on peut dire si elles sont liées par rapport au soutien apporté au président de la République lors du 3e et 4e mandat? C'est le résultat ou non? Je vous remercie. Alors, répétez la première question. Est-ce qu'on peut dire que les guerres actuelles et celles prochaines, c'est par rapport aux énergies, au contrôle de l'énergie? Alors, dommage que ça serait vraiment intéressant de faire la carte des bassins versants du monde. Nous avons un beau bassin versant qui est la Soumam. Elle est à peu près de 10 000 km². On est à peu près de 14 grandeurs, c'est bien ça, 9 128 km². Mais on est répartis donc sur Al-Badj. Rares les gens qui savent que Sétif, elle est sur le bassin versant de la Soumam. La grosse wilaya de Sétif, elle est sur le bassin versant de la Soumam. Une partie d'Al-Badj est sur le bassin versant. Intégralement Toubouira est sur le bassin versant de la Soumam. Béjaïa n'est que l'embouchure. Béjaïa, c'est le kharja, c'est la sortie. Si vous prenez les bassins versants qu'il y a de par le monde, on va prendre l'exemple de l'Égypte. L'Égypte est un cas extraordinaire et c'est un cas d'école. Généralement, quand on veut expliquer une guerre, le référent, on prend deux bassins versants, ce sont les bassins versants libanais, parce qu'ils sont mitoyens d'Israël, d'accord, et le bassin versant, lequel? Du Nil. Le Nil, il prend ses sources d'où? La Zambie, du lac Victoria, d'accord? Et vous imaginez un petit peu les pays qui sont, comme le Soudan, l'Éthiopie, qui sont derrière, s'ils vont s'amuser à arrêter l'eau pour l'Égypte. La glace, c'est la guerre. Le Soudan avait décidé de construire un grand barrage, ça va y faire la guerre avec l'Égypte. Donc, la même chose pour la Libye, pour le Liban, la Syrie, la Turquie et l'Irak. L'essentiel de l'eau, le Forat, vous connaissez tous le Frat. Le Forat, d'où prend ses sources? C'est de la Turquie. Actuellement, l'Irak est très faible, la Syrie est très faible, la Turquie est en train de construire de grands barrages. C'est normal. L'eau maîtrise les civilisations. Toute civilisation a été toujours créée autour d'un point d'eau. Ça, c'est l'histoire des humains. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que les guerres de demain, avant qu'elles soient des guerres d'énergie, il faut qu'elles soient des guerres, elles vont être des guerres d'eau. Mais pour faire la guerre, il faut avoir de l'énergie. Pour faire rouler des sous-marins nucléaires, des bateaux, des armées, etc. Et il faut construire du matériel militaire. Et pour construire le matériel militaire, il vous faut beaucoup plus de l'énergie. Pour que vous sachiez, l'armée américaine, sa consommation en énergie est équivalente à la consommation d'énergie d'un pays comme la Suède. Pour que vous ayez un ordre de grandeur. Donc c'est des superpuissances. Quand vous avez votre armée qui consomme en énergie ce que consomme tout un pays comme la Suède.
Et la Suède, ce n'est pas un petit pays. Hein? C'est l'une des plus grandes puissances d'Europe actuellement. Donc, l'énergie, c'est un outil de la guerre, et on fait la guerre pour nous. Ça, c'est évident. Maintenant, la deuxième partie de votre question, ça concerne les soutiens politiques. Alors, vous avez entendu ces jours-ci At-Tarashwah officiel de s'appelle comment, de Madame Clinton. Vous savez que Madame Clinton veut devenir présidente des États-Unis. Donc qu'est-ce qu'elle va chercher? Elle va chercher des soutiens politiques. C'est tout à fait normal. Supposons que le roi de l'Arabie Saoudite, supposons que les rois al-Khalij ne soutiennent pas Madame Clinton, elle ne passera jamais présidente. Ça, vous le savez. Parce qu'ils ont la main sur, bien sûr, sur l'argent. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, avant qu'on l'applique chez nous, qui est une évidence, d'accord, nous pouvons l'appliquer ailleurs. C'est le monde de l'argent, c'est le monde de la politique. C'est toujours basé sur des soutiens. Et vous savez quelle est, avec la mondialisation, qui est un concept, mondialisation, globalisation, etc., qui est un concept mené par les Américains, c'est qu'il n'y a plus d'identité nationale, il n'y a plus de frontières nationales, le monde appartient à celui qui travaille le plus. Donc, merci pour votre question. J'ai fait une tournepette politique. Allez-y. Ce que je remarque, monsieur, c'est que l'avenir de l'Algérie, après l'hydrocarbure et le pétrole, c'est les ressources minérales. Et si on peut développer les techniques et on utilise une technologie développée, on peut éviter les risques et les impacts sur l'environnement. Et on ne contamine pas l'eau. Ça veut dire on marche sur ce côté. Ça veut dire, par exemple, en Algérie, on a le gisement d'émiseur de zinc. C'est classé le 5e mondial de réserve. 58 millions de tonnes normalement. Si on a une technologie pour exploiter cet gisement, on le exploite, monsieur. Ça veut dire on ne reste pas toujours on y contre. Parce que c'est un intérêt économique avant tout, c'est pas politique. Et merci. C'est un avis que je respecte, oui. Je ne suis ni pour ni contre, moi. Hein. L'essentiel, c'est que, c'est sûr, si on a découvert un gisement, demain il va être exploitable, même si on est contre aujourd'hui. Hein. C'est une évidence ce que vous dites. Ça ne peut pas être... c'est évident. C'est évident. L'essentiel, c'est que l'on puisse extraire avec le moins d'impact sur l'environnement. C'est des questions qu'il faut poser beaucoup plus à des sociologues. Hein. Est-ce que nous... je sais pas, il y a des gens qui habitent à Annaba. Il n'y a personne qui habite à côté d'une mine. Il n'y a personne qui habite à côté de, par exemple, Carrière. Il y en a. Il faut poser la question à ces gens-là, hein, s'ils se sentent dérangés. Mais moi, je ne me sens pas dérangé. J'habite juste là à côté. Hein. J'aimerais bien toujours que le zinc soit disponible. Je suis aussi simple que ça. Hein. C'est-à-dire, le problème, c'est que nous sommes tout d'abord des scientifiques. Les scientifiques se basent sur deux choses. Sur l'état de l'art. L'état de l'art, ça veut dire l'état de la connaissance ou la connaissance cognitive. Et vous avez une deuxième approche, c'est ce qu'on appelle l'approche expérimentale. Sur l'approche expérimentale, quand je vais vous parler, par exemple, de la cartographie à risque, sédimentologie, c'est ça. Mais sur autre chose, je vais vous en parler seulement par culture générale ou par culture sur l'état de l'art. Donc la connaissance cognitive. Nous savons comment extraire en mettant le moins d'impact sur l'environnement. Nous le savons. Mais le problème, c'est que qui va faire? Comment il va faire? Comment faire respecter un cahier de charge? On va prendre un exemple.
nous avons un auditorium. Quelles sont les normes de fonctionnement d'un auditorium? Vous n'avez pas remarqué des chaises cassées? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de choses? La norme de fonctionnement de cet auditorium pose un problème. Et oui, mais on est des scientifiques. Normalement, ce problème ne devrait jamais être posé. Théoriquement, mais pratiquement, vous le voyez. Il y a un décalage entre la pratique et la théorie. Il y a un sérieux décalage. Qui devrait équilibrer les deux? Vous êtes la future génération, je vous laisse le soin de le faire. Voilà. Donc, bonsoir. Qui dit bonsoir? Juste qu'elle pour Ma voir. première question, c'est... Elle est où? Elle est où? Je suis là. Un éclaircissement sur la signification du gaz conventionnel et non conventionnel. Ma deuxième question, est-ce que l'Algérie est vraiment dans le besoin d'exploiter le gaz de schiste ou elle subit une pression des multinationaux? Et on aimerait bien avoir la position de M. Madani. Si cette question d'exploitation du gaz de schiste revient à vous, est-ce que vous soyez pour ou contre? D'accord. Alors, la première question, c'était le conventionnel et le non conventionnel. C'était bien ça. Imaginez que vous avez donc une roche imperméable, d'accord, qui contient un grand volume, donc sur pression. Vous prenez maintenant une paille et vous essayez de trouver la roche, vous récupérez le gaz par surpression. Ça c'est classique, ça c'est le conventionnel. C'est comme ça qu'on extrait le gaz qui vous arrive à la maison. Maintenant, le non conventionnel, c'est quand le gaz, il est dans des microbules qui sont piégés dans l'argile. D'accord? Il faut fracturer pour faire ressortir le gaz. Et dans ce cas-là, c'est du non conventionnel. Voilà la différence entre les deux. Maintenant, si c'était moi, tel que je me connais, je vais commencer tout d'abord à faire un travail de pédagogie. Je vais chercher l'avis de tout le monde, entre autres votre avis. Est-ce que vous êtes pour et contre? Après, je vais regarder, il y a combien de pour et combien de contre, puisque je suis démocrate d'essence. Donc, puisque je suis démocrate, je vais suivre l'avis de la majorité. Est-ce que la réponse vous plaît? Voilà, je pense que je vous ai répondu. Bonsoir tout le monde. Je remercie le club scientifique pour cette activité très riche. Je remercie les membres et les adhérents qui ont contribué à cette réussite. Je vous remercie aussi M. Madani pour votre présence. Deux grandes nappes phréatiques. Nappe phréatique, l'intercalaire et albienne. Les deux nappes phréatiques albiennes. L'intercalaire et la complexe thermale. Comme vous savez, actuellement, il y a des projets qui sont projetés en perspective sur de développer l'agriculture. Je suis à l'auditorium. Je suis à l'auditorium. Là, dans quelques instants. Bon, je vous le remets, ça, je l'utilise plus, c'est bon. C'est bon. On s'excuse pour le problème technique. On reprend. Donc, je voudrais faire la question. Concernant les deux nappes phréatiques albiennes qui se trouvent au Sahara, donc, comme vous savez, c'est une ressource non renouvelable. Et actuellement, avec le débat sur l'exploitation du gaz du schiste, comme vous savez, cette technique est très gourmande en matière de l'eau. En plus de ça, il y a des projets en perspective pour le développement de l'agriculture, faire des périmètres. Comment vous voyez-vous, monsieur, comment peut-on faire une gestion concernant l'industrie pétrolière et pétrochimique et l'agriculture?
Or que ces deux techniques ne sont pas conciliables. Voilà. Comment peut-on faire une gestion nationale de sorte qu'on pourrait assurer l'alimentation, donc l'irrigation et l'industrie pétrolière? C'est-à-dire, la question que vous me posez, est-ce que c'est sur la consommation ou sur comment concilier les deux choses? Sur la faisabilité elle-même de lancer deux projets non adéquats. Un concernant l'agriculture et l'industrie pétrolière sur le même périmètre. Donc c'est une question politique. Je dirais. Oui. Alors, vous savez, j'espère que sur le côté politique, comment dire, je l'ai fait dans l'ancien temps. C'est-à-dire, je donnais des réponses, c'est quand je faisais la politique dans l'ancien temps. Je ne fais plus de politique. Mais ceci n'empêche pas, pour résumer la petite expérience que j'avais en politique, le politique, quand il prend une décision, il prend une décision selon les consensus d'intérêt. D'accord? Que ce soit des intérêts externes ou des intérêts internes. Donc ce sont deux choses importantes à prendre en considération. Et il ne faut pas être outré par ce genre-là de réponse, parce que généralement, on a cette naïveté politique à croire que les choses devraient être